On commence par le chou-fleur. Donc là, en l'occurrence, on a pris nos choux-fleurs. Jean-Michel a eu un peu mal à trouver, mais il les a trouvés tout de même. Donc, on a pénurie de chou-fleurs. Pénurie de médicaments, mais aussi pénurie de chou-fleurs. Du coup, on a enlevé toutes les feuilles, on a enlevé vraiment le cœur et on a récupéré des beaux bouquets. Alors, clairement, j'aime bien avoir quelque chose de gros. Les petits, on peut les mettre également, c'est pas forcément un souci, mais plus c'est gros, ça fait joli après dans l'assiette. Hein. C'est plus facile à manger, ça fait quelque chose de plus présentable. Donc à côté de ça, donc on a pris nos choux-fleurs, nos fleurs, on les a lavés, on les a égouttés, on les a mis dans un plat avec un papier sulfurisé. À côté de ça, on a pris de la margarine ou du beurre. Alors margarine, pour celles qui veulent faire un petit peu attention, c'est bien. Je préfère le beurre quand même. Donc là, en l'occurrence, on a pris du beurre, on l'a rendu pommade, donc on l'a coupé en petits morceaux, on l'a travaillé un petit peu. On y a mis toutes les épices. Alors si j'oublie quelque chose, on me le dit. J'ai mis de l'ail, donc la gousse d'ail épluchée. Coupé en deux, on a enlevé le germe haché finement. On y a mis du curcuma fumé, on y a mis du curry, on y a mis du curcuma classique, non paprika, sel, et c'est tout je crois, non? Et voilà. Pâte à citron confit par contre, alors je pensais qu'on allait le trouver plus facilement parce que c'est quelque chose qui ne me choquait pas plus que ça, mais on a eu mal, du coup on a pris des citrons confits où j'ai simplement pris la râpe et on a récupéré le zeste de citron confit. Du coup on obtient la même saveur voulue dedans, quelque chose on va dire un petit peu de sucré mais acidulé quand même, qu'on perçoit avec subtilité dedans et ça fonctionne très bien. Ça on l'a mélangé au beurre, on l'a bien travaillé, on a pris des gants, on a badigeonné notre chou-fleur de tous côtés, on les a remis dans le plat avec le papier sulfurisé. Si jamais il vous reste un petit peu de mélange de beurre, on l'a étalé un petit peu partout dessus. On a remis un papier sulfurisé dessus et en grosso modo, ils ont cuit de cette taille-là 25 minutes à peu près. Donc il faut garder en tête que ça dépend de la taille. Là, sur la recette initiale, j'avais marqué mettre le chou quasiment entier. On n'avait pas fait des fleurs. Oui. Donc du coup, ça prend plus de temps. Voilà. Donc après, si on le fait de cette manière-là, ça met plus longtemps. Ça met entre 45 minutes et 1 heure. L'avantage qu'il peut y avoir, c'est couper des tranches droites. Vous voyez, au couteau dedans. Mais le problème, c'est qu'il y aura 4 ou 5 belles tranches et après, vous aurez quand même des morceaux. Donc, c'est pas évident. Là, on arrive à faire quelque chose de plus présentable pour tout le monde, pour un plus grand nombre. C'est pour ça que j'ai opté. Donc, c'est 25 minutes. Là, c'était 25 minutes. Quand il est entier, il faut compter 45 minutes. Mais là, en fleurs comme ça, on a compté 25 minutes du cuisson à 180. Mais là, on peut le faire en entier. On peut le faire en entier aussi. Tu peux le faire entier, seulement ça prend plus de temps. Et après, on peut sortir des tranches. Tu vois, tu prends le couteau, tu coupes des tranches droites. Et c'est mieux, voilà. C'est mieux. Il sera quand même, mais ça parfume parce que l'odeur se diffuse quand même. Hein. Tu verras, au goût après, c'est vraiment fantastique. Hein, ça. Avec le gros chou-fleur, ça n'est pas tout à fait. C'est quand même fermé à l'étuvée quand même. Hein. Ça pénètre quand même. Hein. Tout autour, il sera quand même bien imbibé de ceci. Parce que là c'est pareil, si tu coupes en deux, tu vois, tu prends un couteau. Tu coupes en deux à cœur, il est tout blanc encore, tu vois. Oui, non, mais disons l'autre, je pense qu'il y a moins de oui, surface. on est d'accord. Donc voilà, donc là on l'a mis au four avec un papier sulfurisé dessus également pour éviter que ça colorie et que ça noircisse. Une fois cuit, je les ai sortis et je les remettrai simplement un petit peu au chaud à chauffer tout à l'heure. Alors c'est quelque chose qui se mange plutôt tiède. Limite vous pouvez le sortir chaud et ça refroidit sur l'assiette, c'est pas trop un problème, mais c'est mieux tiède. Les saveurs sont beaucoup plus sympa à manger tiède que froid et renfermé sur lui-même. Ça c'est pour la cuisson du chou-fleur. Ici, on a notre sauce cacahuète. Donc là, on a pris une casserole où on y a mis de l'eau, le beurre de cacahuète, de l'ail également qu'on a haché finement, on y a mis de la sauce soja. L'eau, je l'ai dit déjà ou pas? Oui. Piment d'Espelette, sucre et un gingembre frais râpé. Le jus de citron et le sel. Comme j'ai marqué sur la recette en bas, on ne le met pas pour l'instant parce que c'est quelque chose qui s'épaissit
qui réduit un petit peu par cuisson, on va dire. Donc si vous assaisonnez, on va dire, bien comme il faut au départ, à partir du moment que vous avez un volume qui réduit, après ça peut être trop fort en sel. Donc il vaut mieux assaisonner par après. Donc le sucre, le citron et le sel par après. Une fois que ça a épaissi, je vais sur simplement, vous avez vu, c'était tout liquide au départ. On est allé dessus avec le fouet, on a surveillé un peu, ça a mis 5 minutes à peu près. L'émulsion de tous les produits, le sucre, le beurre de cacahuète, ça a épaissi le contenu. On l'a passé au chinois. Alors, on aime ou on n'aime pas, on peut garder également, hein, si on aime bien avoir les côtés un petit peu rustiques ou fait maison avec des morceaux dedans. Ça pose pas plus de soucis que ça, hein, c'est consommable, il n'y a aucun problème. Mais nous, on l'a passé au chinois pour vraiment avoir quelque chose de lisse. Donc bien pressé pour avoir quelque chose de lisse. Donc là, on peut prendre une assiette à soupe. Nous, on va prendre les bols. On va mettre joliment nos chou-fleur dedans et simplement, on va mettre une cuillère à cacahuètes dessus avec un tout petit peu d'aneth, une pluche d'aneth pour faire joli dessus. Et vous verrez, c'est vraiment hyper original. Alors on peut le manger en plat, en entrée, on va dire seul, ça pose pas de souci. Vous verrez, au goût, c'est super bon. Ça se marie très bien avec une viande blanche grillée. Ça se marie très bien avec un poisson, un gravlax ou un poisson cuit, et simplement aussi un filet de bar à la plancha. Un magret de canard également aussi, voilà, on peut l'accompagner un petit peu à toutes les sauces. Ce qu'il y a de bien, c'est que vraiment c'est quelque chose que vous verrez avec plein de saveurs. Enfin moi ça me plaît beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure. On a la chance, on a vraiment un plumat, on va dire qu'on peut qualifier d'exception, qui est vraiment de bonne qualité. Donc là ce qui est important, toute viande, on la sort toujours préalablement du frigo. Que ce soit à niveau live, mais encore plus avec les viandes rouges ou du porc, on prend jamais une viande et on veut la faire poêler tout de suite après, sinon on a quelque chose. En fait, c'est un muscle la viande. Et comme tout muscle, si vous le mettez directement au chaud après, ça se contracte, ça se rétracte, et du coup on a quelque chose déjà. Je ne vais pas dire vous allez avoir une viande tendre parce que vous avez fait ça, mais en tout cas ça aidera déjà. Si vous avez quelque chose qui est pas très tendre, ça va encore être plus dur. Donc là on le sort, on le met dans un plat. On a simplement assaisonné un petit peu avec du sel et un petit peu de piment d'Espelette. Alors comme je l'ai répété tout à l'heure, là on est dans un plat du sud, voire même espagnol. Donc olé olé, on aime bien quand il y a du peps et un peu de chaleur. Mais tout le monde n'aime pas quand ça pique ou que c'est trop fort. Donc on y va avec parcimonie. Donc vraiment légèrement piment d'Espelette. Si quelqu'un aime bien quand ça pique un peu plus, on peut toujours en rajouter. C'est toujours plus simple que de l'enlever ou de l'estomper, on va dire. Donc, on met ça de côté, on laisse à température ambiante, ça craint rien. À côté de ça, on a pris nos poivrons, on a vidé, on a épépinés, on les a lavés, on les a taillés en lamelles. L'oignon, on a pris du grelot qu'on a simplement épluché, coupé en 4. La tomate, je répète, donc on les a mondées, donc ça veut dire on a enlevé le pédoncule, on a mis un petit croisillon sur le cul de la tomate, on a fait chauffer de l'eau bouillante, on les plonge à peu près 1 minute pour une tomate qui est mûre, 1 minute et demie à 2 minutes quand elle est vraiment pas mûre, assez dure. On la met dans un volume d'eau froide pour la refroidir et après ça s'épluche facilement. On l'a coupée en cubes. Et on a préparé tous nos éléments comme ceci. Donc j'ai pris une poêle, enfin une casserole plutôt. J'ai mis l'huile d'olive que j'avais chauffée. Vous avez vu, c'était assez chaud au départ parce qu'il fallait que je comprenne. Enfin, c'est aussi la première fois pour moi ici, donc le temps que je maîtrise un peu la puissance du feu. Donc elle était très chaude, je suis allé vraiment hors du feu. J'ai mis les oignons, je les ai fait revenir. Ils ont coloré tout seuls hors du feu. J'ai mis les poivrons dedans. On a fait tomber. Une fois que c'est tombé, j'ai assaisonné en sel et en poivre. J'ai mis les tomates et le chorizo. Donc là, on a du chorizo fort dedans, qu'on a épluché, coupé en petits cubes également dedans. Et on l'a fait cuire une bonne quinzaine de minutes à peu près, pour avoir une belle tombée, qu'on a obtenue ici. Une fois que cette tombée est obtenue, j'ai mis la moutarde de piment d'Espelette. Comme je l'ai marqué sur la recette, seulement à la fin, on essaie de ne pas faire trop de cuisson agressive avec la moutarde dedans, parce que sinon ça va cuire et la moutarde ne doit pas trop cuire. La moutarde de piment d'Espelette, on la réserve de côté, donc j'ai pris les plumas, donc simplement à sec, c'est-à-dire sans matière grasse, parce que le pluma a toujours un petit peu de matière grasse dessus. Donc simplement sur une poêle, on va dire, si vous avez de l'induction à la maison sur 7, on va dire, pas chaude, brûlante, on va dire. Vraiment on fait revenir une belle coloration sans être trop agressif des deux côtés. On le réserve de nouveau. Alors sur la recette, je vous ai marqué de prendre le pluma et de le mettre à terminer la cuisson dans la casserole avec la piperade. Là j'ai fait le contraire, j'ai pris le plat qui va au four et j'ai mis la piperade dessus. Au final l'un rejoint l'autre, mais voilà, c'était le but. Donc je l'ai mis au fond, j'ai mis la piperade dessus et là je l'ai cuit à peu près entre 15 minutes et 20 minutes à 140 degrés tout doucement pour vraiment faire une cuisson non agressive. Donc après, du coup, ce qui est intéressant en faisant comme ça, c'est qu'on récupère tout le jus de la viande également dans la piperade et ça apporte vraiment quelque chose de sympa. C'est toujours dommage de perdre des jus qui ont du goût
pour pas le réutiliser, donc autant faire comme ceci. Donc on va séparer les deux. Après, je vais faire chauffer la viande et la piperade à part. Donc la piperade, on la mettra au fond de l'assiette avec une louche de jus. Et on coupera le plumas simplement en biseau, en fines lamelles. On le mettra dessus avec du cerfeuil, du persil plat haché dessus. Et ça apportera vraiment de la couleur et un petit goût sympa, assez neutre. Parce que si vous avez mis maintenant de la coriandre ou ce genre de choses qui n'a rien à voir dans ce plat-là, en fait, ça fonctionnerait pas. Donc une herbe qui est assez plate, on va dire, en termes de goût. Voilà. Pardon. Le pot. Alors tu peux le faire rosé. Là on va dire un peu plus que le rosé. On va dire je le cuis mais pas sec. On va dire on va voir où le jus sort encore. On va dire. Mais ça sera pas rosé. Voilà. Donc idéalement tu prends une sonde et si je dis pas de bêtises le porc 74 degrés. Normalement, je vais vérifier tout à l'heure, mais normalement c'est 74 degrés si tu prends une sonde. Le porc, c'est vraiment une bonne cuisson, on va dire. Voilà pour le plat. Après, il reste le dessert. On a pris des pommes. Là, en l'occurrence, on a pris les Roscoff. On les a lavées, épluchées, coupées en 4. On a enlevé l'intérieur, on les a citronnés extérieurement avec un citron vert. On en prend un citron jaune. C'est fait pour éviter que ça noircisse trop vite. Une fois qu'on a préparé nos pommes, j'ai fait un caramel. Donc là, je répète comment j'ai procédé. Je prends idéalement une casserole à fond épais. Sur une puissance de feu pas forcément trop chaude, mais quand même assez chaude quand même. Donc on fait chauffer sans le sucre. Une fois que la poêle est chaude, on parsème une fine couche assez uniformément de sucre et on laisse fondre sans. Moi je dis toujours, moins on met d'ustensiles dedans, mieux c'est, moins on a nettoyé. Alors, pour l'instant, à chaque fois j'ai réussi mon caramel. Alors d'autres personnes me disent que c'est toujours compliqué à la maison, mais pour l'instant, enfin voilà, il n'y a rien besoin à faire à part remuer un petit peu pour qu'il fonde uniformément. Quand une fois il a fondu uniformément, il faut aussi prendre quelque chose, on va dire, en adéquation avec le volume de pommes que vous mettez dedans aussi, parce que sinon, ça, vous avez vu, là j'ai pris quand même quelque chose de grand, de façon à manipuler quand même facilement. Après, on avait aussi pas mal de pommes, je crois qu'on avait 16 pommes au moins, il me semble. Donc voilà. Donc une fois que le caramel a fondu, j'ai mis, vous avez vu, à chauffer une dernière fois assez chaudement. Une fois que le caramel, on voit que ça commence à... faut pas qu'il noircisse, donc il faut aller assez vite. Une fois qu'on voit qu'il commence à buller de nouveau, j'ai mis les pommes et j'ai remué avec une spatule simplement pour qu'ils prennent. Et j'ai couvert pour que la pomme relâche de son jus. Et du coup, je l'ai laissé un petit quart d'heure de cuisson jusqu'à ce que le jus soit vraiment absorbé et que la pomme soit tombée, mais pas complètement non plus, pour garder quand même des morceaux. Une fois qu'on a notre compoté de pommes, vous avez vu dans la chantilly, on a également de la gousse de vanille pour donner le goût de vanille à la chantilly. À côté de ça, on avait la pâte feuilletée, donc là on l'a étalée simplement. Alors idéalement, c'est d'avoir vraiment une pâte feuilletée boulangère, quelque chose qui gonfle bien et assez riche, comme je dis. Donc là, on l'étale pas trop finement non plus, on la pique un petit peu, on prend l'emporte-pièce à bonne grandeur. Donc là, les moules, alors c'est des anti-adhésifs, mais je les ai quand même beurrés un petit peu, ça aidera un petit peu au démoulage. Donc là, on pourrait, si on voulait vraiment être à fond avec un jaune d'œuf, simplement les badigeonner, mais vu qu'on va le retourner, sincèrement, ça ne sert à rien du tout. Donc voilà. Donc là, il faut un petit quart d'heure de cuisson à 180 degrés, et puis on sera bon. Donc on démoulera. On a notre crème fraîche qu'on donnera un petit coup de fouet d'aliment pour qu'elle soit à nouveau bien ferme, et on va refaire un petit beurre caramel rapide que j'avais oublié de faire. Voilà. J'ai rien oublié. Là-dedans, il n'y a rien de difficile. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir vraiment quelque chose avec la pomme qui est sympa, dans le sens moins sucré que d'habitude, parce que la pomme est un peu plus acidulée. On a plus une compotée que la tatin classique avec le morceau de pomme dessus. Un peu moins dans le caramel également. Mais c'est vraiment une variante qui est originale, qui va assez vite quand même, et qui passe bien quand on a des soirées d'hiver un petit peu difficiles. Voilà. Voilà, là je pense qu'il n'y a pas de... Dans l'absolu, dans les 3 recettes ce soir, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Oui. Ça se mange tiède du coup le dessert? Oui, ouais, tout à fait. Ok, donc là, je l'ai. Au fait, au moment où on a mangé l'entrée et que je réchauffe la viande, je mets avec dedans. Du coup, ça cuira et quasiment quand la viande est cuite, ça également. Donc je le sortirai et ça aura le temps de tiédir. Okay. Voilà. Bon, on peut aller à l'apéritif s'il n'y a pas de questions.